Le réveil sonne à 6h30, les écrans s'allument et les notifications dictent déjà le rythme de la journée. Les différentes obligations s'enchaînent et les responsabilités s'accumulent. Puis, le soir tombe, la porte de la maison se referme sur une certitude partagée sans un mot. Nous sommes épuisés. On s'embrasse sur la joue, on s'installe côte à côte sur le canapé, chacun absorbé par son propre flux de lumière bleue avant de se coucher le dos tourné. Le désir n'est pas mort, il a simplement été rayé de la liste des priorités, remplacé par une gestion logistique impeccable de l'existence. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. En consultation, je vois défiler cette génération de trentenaires hyperactifs, brillants dans leur vie professionnelle, mais spectateurs impuissants du naufrage silencieux de leur intimité. Ils pensent que le problème vient d'une panne ou d'une incompatibilité. Ils se trompent. Le manque de libido n'est presque jamais une fatalité, c'est le symptôme d'un système de couple qui s'est asphyxié sous le poids de la performance et du contrôle. Thomas et Léa ont 37 ans. Quand ils passent la porte de mon cabinet, ils dégagent cette assurance propre aux couples qui réussissent tout. Ils s'aiment, cela se voit à la manière dont ils se regardent avec une immense tendresse. Mais pourtant, le silence qui s'installe lorsqu'on aborde leur vie sexuelle est lourd. Léa résume la situation. Nous sommes devenus d'excellents colocataires. Entre la gestion de leur carrière respective, l'organisation de la maison et les sorties amicales, leur lit est devenu un espace de repos, rien de plus. Leur dernière tentative de rapport sexuel remonte à 3 mois. Thomas s'en souvient comme d'un moment de tension extrême. Il a initié un geste, Léa a soupiré discrètement, il s'est senti rejeté, elle s'est sentie coupable. L'acte a eu lieu, mécanique, rapide, dicté par le devoir plus que par l'élan. Le lendemain, un mur invisible s'est élevé entre eux. Pour éviter de raviver cette gêne, ils ont arrêté d'initier quoi que ce soit. Ils ont troqué le risque du rejet contre le confort anesthésiant de la routine. Et vous, dites-moi, combien de fois avez-vous fait semblant de dormir pour éviter d'affronter ce vide dans le regard de l'autre? Pour comprendre pourquoi Thomas et Léa en sont arrivés là, il faut accepter de regarder dans le rétroviseur de leur inconscient. La perte de désir chez les trentenaires actifs est rarement une simple question de fatigue. Elle prend racine dans les loyautés invisibles et les schémas d'enfance que nous transportons sans le savoir. Thomas a grandi dans une famille où la valeur d'un homme se mesurait à ses capacités de travail et à son contrôle émotionnel. Pour lui, être un bon partenaire signifiait être infatigable, performant et protecteur. En investissant toute son énergie dans sa réussite professionnelle, il rejoue inconsciemment le scénario du petit garçon qui cherche la fierté dans les yeux de ses parents. Léa, de son côté, a vu ses parents se déchirer dans des conflits permanents liés à l'argent ou au manque d'autonomie. Très tôt, elle s'est jurée de ne jamais dépendre de personne, de tout maîtriser, d'être une femme forte et invulnérable. Alors, leur rencontre a été une évidence. Deux hyper performants qui s'admirent. Et le piège s'est refermé ici. En devenant des adultes parfaits et ultra responsables, ils ont totalement éradiqué de leur espace de couple la part de vulnérabilité, d'imprévisibilité et de lâcher prise nécessaire à l'érotisme. On ne désire pas son double managérial, on ne fait pas l'amour avec son double efficace. Le désir se nourrit de l'altérité, du manque et d'un certain désordre que leur système refuse catégoriquement de laisser entrer. Regardons les choses en face, même si elles font mal à notre ego. Si Thomas et Léa maintiennent cette routine sans sexe depuis des mois, c'est parce qu'ils y trouvent un bénéfice secondaire inconscient. La routine protège, elle évite d'affronter la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté dans sa nudité et dans ses désirs profonds. Il est tellement plus simple de blâmer un emploi du temps surchargé ou une fatigue chronique plutôt que de s'avouer que l'on a peur de la véritable intimité. La perte de désir est souvent une stratégie de défense de l'ego. Tant que nous n'essayons pas, nous ne risquons pas d'échouer. Thomas utilise son épuisement professionnel comme un bouclier pour ne pas initier et risquer de voir sa virilité remise en question par un refus. Léa utilise sa charge mentale comme une armure pour ne pas avoir à se confronter à son propre corps, qu'elle a appris à déconnecter pour rester efficace. C'est une vérité difficile à entendre, mais votre routine actuelle est une décision confortable que vous prenez chaque jour pour éviter de prendre le risque d'être vulnérables ensemble. Je ne cherche pas à vous rendre coupable, mais à vous remettre face à votre entière responsabilité. Vous n'êtes pas les victimes de votre emploi du temps, vous en êtes les architectes. Pour sortir Léa de cette situation, l'analyse ne suffit pas. Il faut injecter du mouvement là où tout est figé. La première urgence est d'arrêter de faire ce qui ne marche pas. Depuis des mois, ils essaient de planifier des soirées romantiques sous haute tension, où la
pression de devoir faire l'amour est telle que l'échec est garanti. Je leur ai donc proposé une prescription de symptômes paradoxaux. Interdiction formelle de pénétration et d'orgasme pendant 15 jours. Ils ont le droit, et même l'obligation de s'accorder 2 moments de 20 minutes par semaine dans le lit pour se toucher, se masser, s'apprivoiser du bout des doigts avec une règle absolue, interdiction d'aller plus loin. Le soulagement sur leur visage est immédiat. En enlevant l'objectif de performance sexuelle, on retire l'anxiété de performance qui paralysait Thomas et la culpabilité qui enfermait Léa. Il redécouvre la gratuité du geste, le plaisir du contact cutané sans l'obligation d'un résultat. Ensuite, nous travaillons sur la restructuration cognitive de leur pensée automatique. Quand Thomas pense, si elle ne répond pas tout de suite, c'est que je ne le plais plus. Nous déconstruisons ce raccourci pour le remplacer par une réalité plus juste. Elle est simplement en train de faire la transition entre sa journée de travail et son espace intime. Le changement immédiat passe par ces micro-ajustements comportementaux. Les semaines passent, le cadre se détend et l'interdiction paradoxale a produit son effet. Thomas et Léa ont recommencé à faire l'amour, non pas parce que c'était écrit sur leur agenda, mais parce qu'ils ont réappris à créer du vide, de l'espace pour que l'autre puisse y exister comme un être de désir et non plus seulement comme un partenaire de projet. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Un couple qui traverse la trentaine active a besoin de comprendre que l'amour est un élan, mais que l'érotisme est une construction. Il n'y a pas de fatalité à devenir les parents de ses enfants ou les colocataires de sa réussite sociale. Mais le choix vous appartient, dès ce soir, d'éteindre votre téléphone portable 10 minutes plus tôt, de poser un regard prolongé sur la personne qui partage votre vie et d'oser dire, enfin, ce que vous attendez d'elle dans la pénombre. Prendre la décision d'intervenir sur son couple ou sur sa vie intime exige de la lucidité. Pour valider la faisabilité de votre accompagnement, je dédie une première consultation offerte de 30 minutes réalisée exclusivement en visio. Ce premier temps d'échange n'est pas une simple formalité. Il s'agit d'un moment précis pour identifier le mécanisme principal qui s'est installé au cœur de votre crise conjugale ou de votre blocage intime. Mais également analyser les résistances inconscientes et mesurer votre niveau d'implication mutuelle ou personnelle. Et ensuite, valider si mon accompagnement est la réponse adaptée à la restructuration de votre lien. Pour préserver la qualité du suivi que je consacre aux patients et patientes déjà engagés, l'accès à mon agenda est soumis à la validation de ces 3 conditions. Premièrement, le coût de l'inaction. Vous traversez une crise critique et vous refusez de laisser votre situation se dégrader davantage. Deuxièmement, la mobilisation de vos ressources. Vous êtes déterminé à investir le temps, l'énergie et les moyens nécessaires pour placer la résolution de cette crise au sommet de vos priorités. Et ensuite, troisièmement, l'exigence thérapeutique. Vous recherchez une transformation structurelle, profonde et durable, et non un soulagement superficiel ou temporaire. Si vous validez ces standards de responsabilité, vous pouvez alors sélectionner votre créneau. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Léa et Thomas, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord, et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.